Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est le premier d'une série de 4 webinaires sur le bien-être professionnel. Et merci donc à vous tous et toutes d'être présents aujourd'hui pour ce premier webinaire. Donc je vais lui laisser la parole et bonne webconférence à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Nicolas, je suis massothérapeute et j'ai mon cabinet de massage à Conflans-Sainte-Honorine et j'interviens également en entreprise pour le compte d'YSBE. C'est une société spécialisée en qualité de vie au travail et en télétravail. Donc, je suis ici avec vous aujourd'hui pour animer l'atelier sur les bases du bien-être. Alors, comment va se passer l'atelier? Ça va se passer en 4 points. Donc, on va voir dans un premier temps la définition de la santé et du bien-être. Puis, on va voir quels sont nos besoins. Puis, on va voir les 4 piliers pour améliorer son bien-être. Et pour terminer, on va faire un petit exercice pratique sur la respiration. Alors, pour commencer, il faut savoir que le bien-être et la santé sont très liés. D'ailleurs, d'après l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, nous n'avons pas toujours des pouvoirs d'action sur la maladie ou l'infirmité, mais nous avons toujours, et j'insiste, nous avons toujours un pouvoir d'action sur notre bien-être. Donc aujourd'hui, je vais essayer de revoir avec vous les bases du bien-être, mais surtout de vous partager des outils justement pour pouvoir agir dessus. Alors déjà, ce que j'aimerais savoir, c'est pour vous, qu'est-ce que le bien-être? Quelle est votre définition du bien-être? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On échange un petit peu là-dessus sur qu'est-ce que la notion de bien-être pour vous. Alors, no stress, être bien dans son corps et dans sa tête, pas de stress, plaisir de vivre, épanouissement psychologique, sérénité, se sentir en adéquation avec soi-même, se sentir heureux, être en santé, bien entouré, no stress, sérénité, aller travailler sans avoir la boule au ventre, bien dans son corps et dans sa tête, se sentir physiquement, moralement et socialement, ne pas souffrir au travail, sérénité, se sentir bien dans sa peau, s'allonger sur mon canapé. On voit que chacun a sa propre représentation, un ensemble d'attitudes. Ok. Alors, je vais passer à ma vision, à ma perception, être aligné, zénitude. Alors, de mon point de vue, le bien-être, c'est très simple, c'est être bien. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, le Larousse va un petit peu plus loin dans l'explication du bien-être. La définition du Larousse, c'est que le bien-être est un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Donc déjà, on a pu voir dans les commentaires que ça ne représentait pas la même chose pour tout le monde, mais c'est normal parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes besoins et on n'a pas forcément tous la même façon de répondre à nos besoins. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est déjà de savoir quels sont nos besoins. Et pour ça, on va pouvoir utiliser un outil qui s'appelle la pyramide de Maslow. Parce que, au final, même si nos besoins se traduisent de façon différente, à l'origine, on a tous les mêmes besoins. C'est juste qu'en fonction de la phase de vie dans laquelle nous sommes, ils vont s'exprimer différemment et se hiérarchiser différemment. D'après Maslow, on a dans un premier temps besoin de répondre à nos besoins physiologiques, c'est-à-dire dormir, se nourrir, boire, se vêtir. Puis, de répondre à notre besoin de sécurité, donc être dans un environnement stable et prévisible, se sentir en sécurité chez soi, avoir une certaine zone de confort. Puis, de répondre à nos besoins d'appartenance, donc se sentir faire partie d'un groupe, que ce soit un groupe d'amis, un groupe de collègues, une association peut-être, avoir un statut social, créer des liens avec notre entourage. Puis, de répondre à notre besoin d'estime, donc être reconnu pour qui on est et ce que l'on fait,
être aimé et accepté par les autres. Je rajouterais avoir de l'amour propre et s'accepter soi-même aussi. Je pense que ça commence par là, avant d'attendre des autres, déjà se le donner à soi-même. Mais on reviendra dessus plus tard. Et pour finir, un besoin d'accomplissement, c'est-à-dire réaliser ses rêves. Et là, encore une fois, ça va dépendre de chacun. Ça peut être devenir parent, faire un voyage, participer aux Jeux Olympiques, se surpasser. Là, chacun va avoir ses besoins qui vont s'exprimer différemment. Donc, d'après Maslow, tant que nous n'avons pas suffisamment répondu à notre besoin prioritaire, donc pour lui, c'est celui qui est tout en bas, le besoin physiologique, nous n'allons pas vraiment nous intéresser aux besoins du dessus. Donc, on va d'abord répondre à notre besoin prioritaire. Une fois qu'il est suffisamment, une fois qu'on l'a suffisamment nourri, on va répondre au deuxième, puis au troisième, au quatrième et au cinquième. Alors, cette hiérarchisation correspond à la majorité des personnes, mais il faut savoir qu'en fonction de notre phase de vie et également en fonction de nos valeurs, on peut hiérarchiser différemment. C'est-à-dire que peut-être que pour vous aujourd'hui, votre besoin d'estime est prioritaire par rapport à votre besoin de sécurité. Ou peut-être qu'aujourd'hui, réaliser votre rêve est prioritaire, donc votre besoin d'accomplissement est prioritaire par rapport à votre besoin d'appartenance. Donc, je vais beaucoup me baser sur nos besoins, parce qu'on a vu que le bien-être, c'était répondre à ses besoins pour se sentir bien. Donc, c'est très important d'identifier ces besoins et de savoir les hiérarchiser. Donc, encore une fois, je vais vous laisser un temps. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans les commentaires cette fois-ci. Je vais vous laisser un petit temps pour que vous puissiez réfléchir et faire une mini-introspection sur quels sont mes besoins prioritaires aujourd'hui. Est-ce que je respecte l'ordre de la pyramide de Maslow ou est-ce que j'ai un ordre un petit peu différent? Donc, je vous laisse un petit peu de temps, je vais arrêter de parler pour que vous puissiez hiérarchiser vos propres besoins en fonction de vos valeurs et de ce que vous vivez en ce moment. Ok, très bien. Si jamais vous avez besoin d'un peu plus de temps, je vous invite à le refaire à la fin de l'atelier. Comme disait Linda dans le chat, vous allez avoir un récapitulatif PDF de l'atelier à la fin si vous voulez revenir dessus. Donc maintenant qu'on a plus ou moins identifié nos besoins, des fois l'introspection demande plus de temps, on va voir comment y répondre. Parce que pour reprendre la définition du bien-être, c'est un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Donc nous allons voir 4 piliers pour répondre aux besoins du corps et au calme de l'esprit. Pour commencer, la base de tout, ça va être le sommeil. Alors, on va voir par la suite que tout est lié, mais le sommeil est essentiel. C'est très important de dormir suffisamment et d'avoir un sommeil réparateur. Parce que votre sommeil va impacter sur vos capacités physiques, vos capacités mentales, votre humeur, votre état d'esprit et même sur votre énergie. Donc, toutes ces choses-là réunies, ça va vraiment impacter tout le reste. Si vous ne dormez pas suffisamment, que vous allez faire du sport, vous pouvez vous blesser. Si vous ne dormez pas suffisamment, vous pouvez être irritable ou irrité aux moindres choses ou être susceptible. Bon, je ne vous apprends rien, mais quand on est fatigué, globalement, on n'est pas au meilleur de nous-mêmes. Donc déjà, la base, avoir un bon sommeil réparateur et dormir suffisamment. Donc pour avoir un sommeil réparateur, il faut essayer d'être dans l'obscurité la plus totale. Parce que la lumière est perçue par nos yeux comme, quand nos yeux perçoivent de la lumière, ils interprètent la lumière au jour. Notre cerveau interprète le jour à une phase d'éveil. Donc quand on reçoit la lumière par nos yeux, on se dit, notre cerveau comprend, il fait jour, il faut que je sois en forme, il faut que je sois réveillé. À l'inverse, lorsqu'on est dans l'obscurité, notre cerveau l'associe à la nuit, et il associe la nuit à une phase de repos et de sommeil.
Donc jusque-là, ça paraît évident qu'il faut être réveillé la journée et dormir la nuit. On va aller un petit peu plus loin avec ce concept. C'est qu'il faut éviter toute source lumineuse dans votre chambre où vous dormez. Donc, si vous pouvez dormir avec les volets fermés complètement, même ne pas laisser les petits trous dans les volets, fermés complètement. Si jamais vous avez une multiprise avec un bouton on-off, l'éteindre. Si vous mettez votre portable en charge, essayez de mettre votre écran vers le bas pour ne pas avoir la petite lumière de charge. Donc, vraiment, essayez de réduire la luminosité au maximum pour être dans l'obscurité la plus totale. Plus vous êtes dans le noir, mieux vous allez dormir. Et la deuxième chose à savoir, c'est que les écrans, donc écran de téléphone, écran d'ordinateur, écran de tablette, c'est différent pour les liseuses. Si jamais vous avez une Kindle, par exemple, là, c'est pas de la lumière bleue qui va être produite avec les liseuses. Mais sinon, pour les 3 autres types d'écrans, ça va générer de la lumière bleue et notre cerveau là, va l'interpréter comme la lumière du ciel. Donc, encore une fois, il va l'interpréter comme le jour. C'est pourquoi il est très difficile de s'endormir juste après avoir été devant un écran, que ce soit l'ordinateur, le téléphone ou la tablette. Donc, idéalement, il faut arrêter d'être devant un écran au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Donc, ce que je vous invite à faire personnellement, c'est de mettre en place une routine le soir. Donc, choisir votre heure de coucher. On va y revenir sur le prochain point. Et 1 heure avant l'heure prévue, commencez à mettre en place votre routine. Donc, ça peut être quelque chose qui vous plaît et quelque chose pour redescendre votre énergie. Vous n'allez pas faire une séance de sport intensive juste avant d'aller vous coucher. Vous n'allez pas danser, chanter, crier, par exemple. Ça va être quelque chose pour redescendre votre énergie. Donc, ça peut être lire, par exemple, méditer, faire un exercice de respiration, comme on va voir à la fin de l'atelier, ou simplement prendre une douche pour redescendre juste avant de se coucher. Donc, l'objectif, ça va être d'éviter les écrans et de redescendre son énergie pour être prêt à aller se coucher. Alors, la deuxième chose importante, c'est de connaître ces cycles de sommeil et d'essayer de les respecter au maximum. Alors, il faut savoir qu'un cycle de sommeil dure environ 1h30, on va dire plus ou moins 15 minutes en fonction des personnes, mais c'est en moyenne 1h30. Et que l'on a besoin de 4 à 6 cycles de sommeil par nuit. Donc, ça représente entre 6 heures et 9 heures de sommeil par nuit. Donc là, encore une fois, ça dépend des besoins de chacun. Mais au minimum, vous avez besoin de 6 heures de sommeil par nuit. Et ces cycles, justement, ils sont liés à votre horloge biologique. Donc ça peut être très utile de connaître son propre cycle afin de définir le moment idéal pour se coucher et pour se réveiller. Pour vous donner un exemple, il y a des moments où on a un coup de barre et qu'on le laisse passer, on va se coucher 30 minutes après, à ce moment-là, on est plus fatigué, on tourne dans le lit pendant 1 heure. Parce que peut-être qu'au moment du coup de barre, on était en début de cycle, donc c'était le moment idéal pour aller se coucher, et que 30 minutes plus tard, on a raté le train, et là, on a du mal à s'endormir jusqu'à ce que le train refasse le tour. On peut visualiser ça, comme si le train était en gare au moment du début de notre cycle, ça dure à peu près 15 minutes. Donc, si on monte dans le train à ce moment-là, c'est facile. Par contre, plus le train part, plus on part dans un sommeil profond, plus ça va être dur d'attraper le train en chemin. Et il y a de grandes chances que si on va se coucher 45 minutes après le début de notre cycle, on ait du mal à s'endormir et que l'on tourne dans notre lit pendant 45 minutes jusqu'au début de notre prochain cycle. Donc, pour identifier son cycle de sommeil, je vais vous présenter une application qui s'appelle Sleep Cycle. C'est une application qui est gratuite et qui fonctionne en mode avion. Je le précise parce que justement, quand vous allez vous coucher, idéalement, mettez votre téléphone en mode avion. Toutes les ondes qui sont produites par la Wi-Fi, par la 4G ou même par le réseau mobile, ça va pas vous aider à dormir, bien au contraire. Donc, si vous pouvez mettre votre téléphone en mode avion, je vous invite à le faire. Donc,
comment fonctionne l'application Sleep Cycle. Alors, je vais commencer par expliquer l'image du milieu. Donc, en fait, quand vous allez régler votre réveil, ça fait réveil également, quand vous allez régler votre réveil, il va commencer à analyser votre nuit de sommeil. Donc, vous n'avez rien à faire, juste vous posez votre téléphone à côté de vous, sur votre table de chevet. En fonction de vos mouvements et du bruit que vous allez faire, votre téléphone va analyser votre cycle de sommeil et va vous dire, par exemple, là, sur l'exemple ici, je suis allé me coucher, là, je suis rentré en sommeil profond, je suis remonté un petit peu en sommeil paradoxal, profond, là, je suis retourné à une phase d'éveil, sommeil profond, je suis remonté, etc., etc. Donc là, par exemple, sur ce graphe, c'est pas extrêmement clair, mais moi, quand j'utilise l'application, semaine après semaine, je vois que j'ai un point récurrent à 6 heures du matin. J'ai quasiment toujours un pic d'éveil et pareil à 9 heures du matin. Donc, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire que par rapport à l'heure de coucher, excusez-moi, par rapport à l'heure de coucher, quand on dit qu'on a le coup de barre, si on rate le créneau 30 minutes après, on va avoir du mal à se coucher. Ça peut être pareil avec le réveil. Donc moi, dans mon exemple, je sais que si mon réveil sonne à 6 heures, il y a de grandes chances que j'ai des facilités à me réveiller parce que ça correspond à une phase d'éveil pour ma part. Alors que si je dors 30 minutes de plus, à 6h30, je vais avoir beaucoup de mal parce que je serai déjà en train de rentrer en sommeil profond. Donc pour ma part, dormir 30 minutes de moins et me réveiller à 6 heures, ça sera beaucoup plus efficace et je ne vais pas me réveiller avec la tête dans les nuages. Je vais être beaucoup plus efficace et le réveil sera beaucoup plus facile. Donc, je vous invite à essayer l'application et à force de l'utiliser régulièrement, vous allez voir des constantes qui sortent, comme moi pour le pic d'éveil à 6 heures ou à 9 heures. Et vous allez pouvoir justement adapter votre réveil et votre coucher avec ces informations-là. Pour ma part, je sais aussi que je vais avoir un coup de barre aux alentours de 21 heures, un autre aux alentours de 22h30 et également un troisième aux alentours de minuit. Donc, en fonction de l'heure à laquelle je vais me coucher, je vais programmer ma soirée, me dire, voilà, si je veux me coucher tôt, je sais que je peux me coucher à 21h, je vais y arriver. Si j'essaie de me coucher à 21h45, je risque d'avoir du mal parce que mon horloge biologique, à ce moment-là, elle n'est pas dans une phase d'éveil, donc ça va être dur pour moi de prendre le train en route. Si jamais vous avez du mal à suivre avec la métaphore du train, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je vais regarder. Alors, les filtres lumière bleue sont-ils efficaces? Je vois dans les commentaires. Oui et non. Les filtres lumière bleue, ça va être principalement pour éviter de vous abîmer les yeux, parce que la lumière bleue abîme les yeux. C'est pour ça que d'ailleurs, sur les liseuses, c'est de l'encre numérique et pas de la lumière bleue. Nos yeux le supportent mieux, mais dans tous les cas, la lumière générée par les écrans va envoyer l'information à notre cerveau qui fait jour et donc que l'on doit être réveillé. Alors, chaque type d'écran a une lumière bleue avec des longueurs différentes, des longueurs d'onde différentes, donc très compliqué d'avoir des filtres ou lunettes adaptées. Alors là, je ne maîtrise pas le sujet, mais je vous crois. Mais encore une fois, filtre ou pas, le mieux c'est vraiment d'éviter les écrans avant d'aller vous coucher. Alors, comment l'application capte nos cycles? En fait, l'application, oui, la télévision également, j'en ai pas parlé, mais la télévision, c'est pareil. Alors, comment l'application capte nos cycles? En fait, vous allez poser votre téléphone, donc encore une fois en mode avion, c'est important. Évitez de poser votre téléphone à côté de vous quand vous dormez avec la Wi-Fi activée ou la 4G ou le réseau mobile. Donc, pensez à le mettre en mode avion si possible. Et en fonction de vos mouvements, en fait, il va analyser vos mouvements et les bruits que vous allez faire. Donc, en fonction de vos mouvements, lui, il va définir si ça représente une phase d'éveil, de sommeil paradoxal ou de sommeil profond. Et il va justement faire ce graphe au fur et à mesure de la nuit en fonction de son analyse. Ça vous permettra justement d'identifier vos cycles. Ok.
Ok, moi, je n'ai pas de message comme quoi c'est pas clair, donc je vais continuer. Et donc, la première fonction, ça va être d'identifier ces cycles. Donc, ça prend un petit peu de temps, parce que des fois, imaginons là, il y a un pic à ce moment-là, mais si vous êtes juste réveillé pour aller aux toilettes, c'est pas forcément pertinent de vous dire là, ça correspond à un cycle d'éveil. Il faut prendre quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour pouvoir ressortir une tendance. Donc, une fois que vous avez identifié une tendance, vous avez une deuxième option, comme on voit là sur la première partie, c'est de vous mettre une fourchette de réveil. Donc, par exemple, là dans l'exemple, c'est 6h50 et la fourchette de réveil qui a été choisie, c'est 30 minutes. Donc là, votre réveil va sonner entre 6h20 et 6h50. Et c'est l'application qui va choisir dans cette fourchette le moment le plus opportun, pour vous. Donc, par exemple, comme je disais, moi j'ai un pic à 6h ou à 9h. Donc, en fonction de ma journée, je vais peut-être mettre une fourchette de 30 minutes entre 5h45 et 6h15. Et à ce moment-là, l'application va choisir le moment idéal pour que je me réveille et que je sois dans une phase d'éveil et pour laquelle ça va être facile pour moi d'émerger. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Vous avez aussi la possibilité de mettre un réveil fixe sans fourchette, si vous le souhaitez. Donc ça va quand même analyser votre nuit, mais il n'y a pas de fourchette de réveil. Alors, je vérifie mes notes rapidement, voir si j'ai fait le tour. Il me semble que oui. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant le sommeil? Alors, elle est payante au bout de 7 jours. Peut-être qu'ils vous proposent de payer au bout de 7 jours, mais personnellement, ça fait des mois que je l'utilise et j'ai pas mis un centime dedans. Donc, je vous assure que vous pouvez l'utiliser gratuitement. Et l'application, c'est Sleep Cycle. Et le logo, pour la retrouver, le logo, c'est un petit logo orange avec un réveil. Je vois, je l'utilise depuis 2 ans, c'est top. Alors, je remonte un petit peu, j'ai raté quelques commentaires. Alors, si vous avez des problèmes de sommeil ou d'insomnie, là, il faut peut-être consulter pour avoir plus de pistes, parce qu'en fonction des personnes, ça peut être des raisons différentes. À la fin de l'atelier, l'exercice de respiration peut être bien pour vous aider à vous endormir. On verra ça tout à l'heure. Alors, si on a besoin de s'endormir avec la télé ou la radio pour ne pas penser, comment faire? Là, c'est un avis personnel pour le coup. Mais si vous avez besoin de la télé ou de la radio pour pas penser, c'est que la télé ou la radio est un système de fuite. Et dans ce cas-là, peut-être faire un exercice de respiration, vous recentrer sur vous pour éviter de partir dans vos pensées et de revenir dans le moment présent. Ce sera plus bénéfique pour vous que d'avoir un fond pour ne pas être dans vos pensées. Le mieux n'est-il pas de se lever quand on se réveille? Si vous n'avez pas d'obligation le matin, vous pouvez également. D'ailleurs, pour l'application Sleep Cycle, vous avez 3 options. La première, c'est le réveil fixe. La deuxième, c'est le réveil avec une fourchette que vous pouvez prédéterminer, donc là, comme 30 minutes dans l'exemple. Et le troisième, vous pouvez simplement mettre analyse de sommeil et il n'y a pas de réveil. C'est vous, quand vous vous réveillez, vous arrêtez l'application, vous dites c'est bon, je suis réveillé. Et ça aura juste à analyser votre sommeil. Alors pour la personne qui disait que c'était payant au bout de 7 jours, quelqu'un d'autre vient de commenter, il faut cliquer sur ignorer tout en bas pour ne pas payer. Voilà. Donc voilà, je vous invite à essayer. Alors, le deuxième pilier, ça va être l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est un sujet qui est très controversé. Même les spécialistes ne sont pas forcément d'accord entre eux. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails. On va vraiment se contenter des règles d'or de l'alimentation.
où tout le monde est d'accord là-dessus. Je fais une petite aparté aussi avant de commencer concernant les phénomènes de mode autour de l'alimentation. Je pense notamment au fait d'être végétarien, vegan, de pratiquer le jeûne. En ce moment, on en entend beaucoup parler. Alors, il faut savoir que dans tous les phénomènes de mode, il y a du bon et du moins bon. Donc, si jamais une de ces pratiques vous intéresse et que vous voulez expérimenter, je vous invite à le faire tout en restant à l'écoute de vous-même. Mais avant tout, renseignez-vous sérieusement sur vos choix concernant votre santé. Pas simplement, j'ai un ami qui l'a fait, il m'a dit que c'était bien. Renseignez-vous sérieusement, on parle de votre santé. Et demandez conseil à votre médecin avant de vous lancer. Voilà, maintenant que la parenthèse est finie, les règles d'or de l'alimentation. Alors déjà, pour commencer, un basique, boire de l'eau. On le sait tous, et pourtant on est très peu à en boire assez. On a tendance à pas boire assez d'eau. Et notre cerveau a besoin d'eau pour fonctionner. Le fait de ne pas être assez hydraté peut poser beaucoup de problèmes, notamment des mal de tête. Des fois, on a mal à la tête et simplement boire plus d'eau peut régler le mal de tête. Donc personnellement, moi, la petite astuce que j'ai, c'est mon thermos, je l'ai toujours en visuel. C'est-à-dire que là, je suis sur mon bureau, j'ai mon ordinateur, le thermos, je le pose juste à côté de mon écran. Donc quand je regarde l'ordinateur, dans mon champ de vision périphérique, j'ai mon thermos en visu. Et donc ça, inconsciemment, je vais voir mon thermos de temps en temps. Ça va me rappeler qu'il faut que je bois. Parce que très souvent, on ne boit pas assez simplement parce qu'on n'y pense pas. Donc, je vous invite à rentrer dans votre champ visuel, votre gourde ou votre thermos, et toujours avoir que ça soit accessible et simple pour vous. D'ailleurs, je vais en profiter pour boire un coup. Je vous invite à faire pareil. Alors, deuxième chose qu'on connaît aussi, éviter le sucre raffiné. Donc, pour les amateurs de café ou de thé, vous pouvez remplacer le sucre par le miel. Ça sera déjà beaucoup mieux. Pareil pour les yaourts nature ou le fromage blanc. Globalement, toutes les choses dans lesquelles on met du sucre, vous pouvez le remplacer par le miel ou même le supprimer. Ça marche aussi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les produits industriels, les petits plats préparés, les conserves, il y a du sucre dans quasiment tout. La dernière fois, j'ai regardé par curiosité, dans une boîte de conserve de choucroute, il y a du sucre. Dans les produits industriels, il y a quasiment du sucre dans tout. Donc, faire attention et essayer de privilégier le fait maison. Alors, je sais qu'on n'a pas forcément tout le temps, mais essayer de faire au mieux pour privilégier le fait maison et également favoriser les produits bio et locaux. Alors, autre chose importante, c'est qu'on a tendance à trop manger. Et ça s'explique parce qu'il y a un décalage entre le niveau de satiété de notre estomac et le niveau de satiété perçu par notre cerveau. Donc, lorsque notre cerveau reçoit l'information que nous sommes pleins, entre guillemets, en réalité, ça fait déjà plusieurs minutes que notre estomac est plein. C'est simplement le temps que l'information remonte. Donc, ça fait plusieurs minutes qu'on continue de manger alors qu'on n'en a pas besoin. Donc, tout ce qu'on a ingéré pendant ces minutes où on était déjà rempli, entre guillemets, ça va être du surplus qui va être considéré comme des déchets par l'organisme. Et ça va nous demander plus de temps pour la digestion, ça va la complexifier. Donc, ça va créer plus de fatigue également et ça va nous demander plus d'énergie. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de faire des assiettes plus petites. Vous pouvez même, si vous souhaitez, utiliser des assiettes à dessert.
psychologiquement, avoir une petite assiette bien remplie, c'est plus simple à vivre que d'avoir une grande assiette où il n'y a pas grand-chose. Je sais de quoi je parle. Donc, je vous invite à changer vos assiettes. Au lieu de prendre des grandes assiettes, prendre des petites assiettes à dessert, de bien les remplir si vous voulez. Psychologiquement, c'est plus facile. Et à la fin de votre assiette, prendre 1 minute pour vous demander en conscience, est-ce que j'ai suffisamment mangé ou est-ce que j'ai besoin de plus manger? Si vous avez suffisamment mangé, vous pouvez vous arrêter. Si vous avez encore faim, ok, vous vous refaites une assiette, il n'y a pas de souci, vous la finissez et vous vous laissez encore 1 minute pour vous reposer la même question. L'important ici, c'est pas de vous empêcher de manger, c'est simplement de manger en conscience et pas d'être en pilote automatique. Ok, bon ben, je vais faire entrée, plat, fromage, dessert, déjà prévoir les quantités et une fois que c'est prévu, se dire bon ben, faut pas que je gâche, je vais finir. L'idée, c'est d'éviter d'être là-dedans. Donc, je vous invite à essayer l'expérience des petites assiettes. 1 minute de pause. Est-ce que j'ai encore faim? Oui, non? Ok, je me resserre. Est-ce que j'ai encore faim? Non? Ok, je m'arrête là. Je regarde rapidement le chat. Que pensez-vous des siestes? Je reviens du coup pour le sommeil. Désolé, j'ai pas vu la question tout à l'heure. Les siestes, ça peut être très bénéfique. Et au niveau de la durée de la sieste, idéalement, c'est 15 à 20 minutes pour justement pas rentrer en sommeil profond. Parce que si vous rentrez en sommeil profond, si vous dormez par exemple 45 minutes, ça va être exactement le moment où vous allez avoir du mal à émerger. Alors que si vous dormez 15 à 20 minutes, vous serez reposé, vous n'aurez pas tellement de mal à émerger parce que vous ne serez pas encore en sommeil profond. Donc les siestes, très très bien si vous avez l'occasion d'en faire. Par contre, essayez de ne pas dépasser 20 minutes. Quelle pratique à avoir après le dîner? Alors j'imagine que ça, c'était pour le sommeil. Alors, quelle pratique à avoir après le dîner? Là, ça va dépendre de chacun. L'objectif derrière la pratique, ça va être de faire redescendre l'énergie. Donc, les pratiques à éviter, par exemple, ça va être aller courir, faire une séance de sport, faire quelque chose d'énergique, par exemple, chanter, danser, crier. J'ai une autre idée en tête, faire un jeu de société où on s'agite un petit peu. A contrario, les pratiques qui peuvent être intéressantes avant d'aller se coucher, c'est les pratiques qui font redescendre notre énergie. Donc, ça peut être prendre une douche, prendre un bain, faire de la méditation, un exercice respiratoire, lire, par exemple, éventuellement aller marcher, s'asseoir, écrire, peut-être, s'il y en a qui aiment écrire, peut-être écouter de la musique calme dans son lit. Là, ça va dépendre de chacun. Alors, comment manger sereinement quand vous êtes CPE avec des journées bien chargées, seul quand on vous a réduit le crédit d'heure de vos AED et que vous êtes sur le terrain pour veiller à ce qu'il y ait le moins d'incidents possible pendant la demi-pension? Personnellement, je n'ai pas le temps de manger, je n'aime pas manger dans le stress en sachant que je serai interrompu. Alors, effectivement, si vous avez peu de temps pour manger, ça va être compliqué de faire une petite assiette, d'attendre 1 minute, refaire une petite assiette. Donc, peut-être l'expérimenter sur le repas du soir, dans ce cas-là. Et pour le temps du midi, essayez de faire au mieux avec les contraintes que vous avez. Là, pour le coup, je n'ai pas de solution mieux que ça à vous proposer, désolé. Alors, on va continuer. Donc, au-delà du fait que l'on mange trop, on a tendance à gober également nos aliments. Et c'est important de bien les mastiquer, parce que ça va faciliter également notre digestion. Donc, si on ne mastique pas assez les aliments, ça va demander encore une fois plus d'énergie à notre corps pour digérer et donc générer plus de fatigue. Donc, peut-être que simplement en mangeant moins, donc on va dire juste en mangeant suffisamment finalement et pas trop, et en mastiquant bien. Donc, par exemple, l'exemple que vous donniez le midi, vous n'avez pas le temps de faire les petites assiettes, par exemple.
prenez au moins le temps de bien mastiquer. Ça peut déjà être un début. Ça évitera le coup de barre après manger et ça facilitera la digestion. Donc, vous aurez plus d'énergie après. Pour synthétiser, je dirais juste prenez le temps de manger et d'apprécier votre repas. Tout simplement. Est-ce que vous avez des questions concernant l'alimentation? Alors, je ne vois pas de message pour le moment, je regarderai tout à l'heure. Alors, j'ai également un outil à vous partager pour l'alimentation. C'est une application qui s'appelle Yuka. Encore une fois, elle est gratuite. Et ça va vous permettre de scanner les codes barres des produits que vous achetez. Et l'application va donner une note à ce produit. Donc, par exemple, là, les barres fitness chocolat, ils donnent une note de 30 sur 100. Donc, ils considèrent que c'est médiocre. Et il vous explique pourquoi il a donné cette note. Donc, pour 100 grammes de barres fitness chocolat, il considère qu'il y a trop de sucre, donc 31 grammes, et qu'il y a trop d'additifs. Là, il y a 11 additifs dans une barre. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur la petite flèche qui est ici, et il vous donne le détail. Donc, par exemple, là, si vous cliquez sur la petite flèche de trop sucré, il va vous mettre une jauge en vous disant, voilà, s'il y avait eu par exemple 5 grammes, ça aurait été excellent. S'il y avait eu 20 grammes, ça aurait été bon. Là, 30 grammes, il considère que c'est médiocre. S'il y avait eu par exemple 60 grammes, il l'aurait mis en rouge, par exemple, pour dire que c'est mauvais. Donc, vous pouvez jauger à peu près où vous vous situez. Et dans les additifs, pareil, il va vous lister tous les additifs qui sont présents. Et pareil, il va mettre une note. Il y en a qui va dire cet additif est sans danger, d'autres danger modéré et d'autres danger avéré, grave. Par exemple, dans le jambon, il y a un conservateur qui est cancérigène, qui n'est pas présent dans tous les jambons. Et je prends cet exemple parce que de temps en temps, l'application va vous proposer des alternatives. Donc, si je reprends l'exemple de mon jambon, j'en scanne un où il y a un conservateur, je n'ai plus le nom, mais il y a un conservateur qui est cancérigène. Peut-être que une fois qu'il a mis les défauts et les qualités du produit, à la fin, il va vous proposer des alternatives. Donc, il va vous dire, voilà, le jambon que tu as scanné n'est pas bon. Par contre, voilà, le jambon de telle marque est meilleur, celui-ci est meilleur. Il va vous proposer plusieurs alternatives. Alors, il faut faire bien attention parce que des fois, la même marque peut avoir un jambon, par exemple, qui est mauvais et un autre qui est bon. Donc, ce n'est pas forcément une marque à boycotter, c'est vraiment produit par produit. Et je regarde rapidement s'il y a une autre question. Non, c'est bon, ok. Et la deuxième chose à savoir aussi, c'est que des fois, on peut être très surpris par les notes qui sont données. Par exemple, là, on se dit barre fitness chocolat, bon, bah, c'est bon, ça va être bon pour la ligne, et on se rend compte que finalement, pas du tout. Et peut-être que les barres fitness à la figue, par exemple, la note sera excellente. Donc, c'est une application au début qui prend un petit peu de temps, mais une fois que vous avez l'habitude, vous pouvez changer vos habitudes alimentaires et ça peut faire une grosse différence. Notamment, par exemple, je sais que certaines personnes se disent, bon, bah, j'ai pas le temps de manger des fruits, mais du coup, je vais prendre un jus de fruits pour compenser. On voit que là, le jus multivitaminé Tropicana, la note est pire que 30 sur 100. En rouge, c'est vraiment mauvais. Donc, il y a des jus de fruits où il y a vraiment des fruits dedans et il y en a d'autres où il n'y a que du sucre dedans. Et donc, cette application peut vous aider à choisir. Encore une fois, sur l'image d'avant, j'ai mis une pizza, c'est volontaire. C'est que des fois, on peut se faire plaisir et tout en mangeant bien. Vous allez avoir certaines pizzas qui, évidemment, vont être notées en médiocre et mauvais, mais certaines vont être notées excellentes. Donc, des fois, mieux vaut prendre une pizza qui est notée excellente que prendre un taboulé, par exemple, qui est noté médiocre. Donc, ça ne vous empêche pas de vous faire plaisir. Et j'insiste là-dessus. C'est simplement choisir les bons produits. Donc, encore une fois, l'application est gratuite. Donc, elle s'appelle Yuka, Y-U-K-A.
Et pour la retrouver, le logo, c'est une petite carotte. Parce qu'une petite carotte orange, pour la retrouver plus facilement. Est-ce que vous avez des questions sur l'alimentation avant de passer à la suite? Alors, entre le stress et le manque de temps, peut-on tenter de sauter le repas du midi? Bonne, ou mauvaise idée? Ça va dépendre des personnes. Tout à l'heure, par exemple, je parlais des phénomènes de mode. Il y en a un qui s'appelle le jeûne intermittent. Encore une fois, il y a du bon et du moins bon. Donc là, ça va être en fonction de votre profil. Pour certaines personnes, ça peut être recommandé de jeûner par intermittence. Pour d'autres, ça peut être déconseillé. Donc, en fonction de votre profil, ça peut être intéressant de le pratiquer ou non. Par contre, si vous avez faim, mangez. Et si c'est par manque de temps, peut-être essayer un autre rythme alimentaire. Mais là, ça va vraiment être du cas par cas. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée pour vous. Que pensez-vous du Nutri-Score affiché sur certains aliments? Je pense que là, c'est personnel comme avis, c'est pas un avis professionnel. Personnellement, je pense qu'il peut être utile, mais il demande quand même une interprétation. Parce que par exemple, si vous scannez du miel, il va peut-être vous dire que c'est trop sucré. Mais on le sait que le miel c'est sucré, ça n'empêche que le miel est un bon produit. Donc, apprendre avec des pincettes, je dirais. Ne pas se fier que au Nutri-Score, ne pas se fier que à Yuka, par exemple, mais réfléchir aux données qu'on nous donne. Au-delà des statistiques et des chiffres, il faut essayer de les comprendre. Conservation jambon, problème de nitrite. Oui, exactement. C'est ça. J'avais plus le nom, mais c'est ça, merci. C'est le nitrite qu'il faut éviter. Quelles conséquences si on boit peu dans la journée sur le long terme? Les conséquences principales, ça va être le mal de tête, parce que notre cerveau a besoin d'eau et que si on n'en boit pas assez, on risque d'avoir mal à la tête. Ça peut causer également des problèmes au niveau des reins. D'ailleurs, vous pouvez observer votre urine. Si jamais elle est jaune, orange, comment dire, bien foncée, c'est probablement que vous ne buvez pas assez. C'est pas censé être complètement opaque. Okay. Alors, je vais passer à la suite. Je regarderai s'il y a eu d'autres questions entre-temps. Donc, ensuite, l'activité physique. Encore une fois, je le répète, mais tout est lié. Par exemple, l'activité physique améliore la qualité de sommeil. Bon, il ne faut pas le faire juste avant, évidemment, mais l'activité physique améliore la qualité du sommeil. Donc, pour l'activité physique, les mots-clés ici, ce sont, les mots-clés, ce sont la régularité et la constance. Alors, le rythme idéal, c'est de faire 30 minutes d'activité physique modérée tous les jours. Donc, quand on parle d'activité physique modérée, ça peut être simplement si vous êtes à 15 minutes de la gare, le fait de marcher 15 minutes le matin pour aller à la gare et 15 minutes le soir pour rentrer, on considère que vos 30 minutes d'activité physique modérée sont faites. D'accord? Mais c'est important de le faire. Donc, si jamais vous êtes en télétravail, pendant votre pause, si vous avez le temps, ou le soir, allez faire une balade de 30 minutes. Prendre l'air, ça fait du bien. Prendre le soleil, marcher un petit peu, décompresser, respirer. Ça, c'est vraiment la base. Et en plus de ça, idéalement, il faudra faire 2 séances intensives de sport par semaine. Alors, il y a des sports qui musclent tout le corps, qui sont géniaux, comme la piscine ou l'escalade, par exemple. Mais le plus important dans l'activité que vous allez choisir, c'est que ce soit quelque chose qui vous plaise. C'est très important que ce soit un plaisir pour vous et que ce ne soit pas une corvée. Parce que sinon, vous allez ni garder le rythme, ni avoir de motivation pour le faire. Si pour vous, c'est une corvée. Donc, pour les personnes d'entre vous pour qui le sport représente un challenge, j'ai 2 astuces pour vous aider à trouver de la motivation.
La première, ça va être d'associer le sport à quelque chose qui vous motive et qui vous donne de l'énergie. Donc, par exemple, pour ma part, je suis dans cette catégorie-là. C'est un challenge pour moi d'aller faire mon sport. Et une fois que j'ai commencé, après, c'est bon, c'est parti. Le plus dur, c'est de s'y mettre. Donc, personnellement, ce que je fais, c'est que je me mets de la musique qui me donne de l'énergie, où je commence à sauter un peu sur place, où je tape dans mes mains, comme ceci. Pour moi, taper dans mes mains, dans ma tête, il y a let's go, on y va, j'y vais, je le fais. Donc, l'idée, c'est de se mettre dans une certaine dynamique, de se dire, OK, j'y vais, je me mets de la musique qui me motive, je prends mon vélo ou je mets mes chaussures. Commencer par quelque chose de facile. Le simple fait de dire, OK, de se dire, OK, je mets mes chaussures, je me mets de la musique, c'est bon, j'y vais. Simplement faire ça, jusque-là, c'est facile. Et une fois qu'on l'a fait, on a fait le plus dur, parce qu'après, on est déterminé et on y va. Une deuxième chose, ça peut être aussi d'associer l'activité en question. Donc là, je prends le sport comme exemple, mais ça marche dans tous les domaines de vie. Donc, je vais prendre un autre exemple, mais si pour vous, être serein, c'est important, vous pouvez associer la méditation aussi à vos valeurs hautes. Là, je vais reprendre l'exemple avec le sport. Ça marche pour tout. Donc, associez le sport à vos valeurs hautes. Donc, comme on a vu tout à l'heure avec la pyramide de Maslow, et d'ailleurs, je vous réinvite à refaire une introspection pour vraiment cibler vos besoins et vos priorités. Et une fois que c'est fait, pour vous motiver à faire une activité, vous pouvez l'associer à vos valeurs hautes. Donc, pour le sport, par exemple, associer le sport à la santé, si c'est une valeur haute pour vous. C'est prouvé scientifiquement que le sport améliore le système immunitaire. Il libère également des hormones comme la dopamine, l'endorphine, la sérotonine, qui agissent sur le plaisir et la sérénité. Donc, ça va également réduire le stress et l'anxiété. Vous pouvez aussi associer le sport à votre estime de vous. On sait que le sport améliore la confiance en soi, qui peut aussi développer l'amour-propre, si c'est quelque chose sur lequel vous voulez travailler. Vous pouvez également associer le sport à votre sentiment de sécurité. Le fait de faire du sport, de se sentir plus fort, plus musclé, plus apte à se défendre, peut renforcer votre sentiment de sécurité. Encore un dernier exemple, associer le sport à votre besoin d'appartenance. Faire du sport avec des amis ou avec un groupe de collègues ou à la salle de sport. Le fait de faire partie d'un groupe va améliorer votre sentiment d'appartenance. Donc, toutes ces choses réunies vont améliorer votre bien-être et vous donner de la motivation pour passer à l'action. Parce que le plus important, là, c'est pas de vous transmettre des informations où vous dites « Ah, c'était sympa l'atelier » et d'oublier. L'idée, c'est vraiment de passer à l'action. Parce que, pour reprendre l'exemple de l'eau, on sait tous qu'on boit globalement pas suffisamment, c'est pas pour autant qu'on le fait. Donc là, l'idée, c'est vraiment de passer à l'action. Donc, trouver les clés qui vous aident à passer à l'action. Pour récapituler avec le sport, première chose, l'associer à vos valeurs hautes. Et deuxième chose, l'associer à quelque chose qui vous plaît. Donc, par exemple, écouter de la musique. OK, je regarde rapidement le chat. Donc, je vois, après une journée de 8h30, 18h30 minimum, pas trop la fois de faire du sport, il faut aussi du temps pour préparer les cours et s'occuper un peu de la famille. Alors, c'est quelque chose que je peux comprendre. Et si ce n'est pas votre priorité, ça peut se comprendre aussi, d'où l'importance d'associer à quelque chose qui est prioritaire pour vous. Ça peut être, par exemple, faire du sport en famille. Là, s'occuper de la famille, ça peut être également un moment de famille. Donc, le besoin d'appartenance, ça peut justement créer du lien au sein de la famille de faire du sport ensemble. Ça peut être une solution. Ou si ce n'est pas quelque chose qui vous tient à cœur de le faire en famille, tout simplement, si vous prenez les transports, il y a un moment, moi c'était le cas, j'avais pas le temps d'en faire, mais j'évitais tous les escalators. Je me disais, bon, j'ai pas le temps de faire du sport, mais au moins, au lieu de prendre les escalators, je vais prendre les marches. Essayez d'ajuster et de faire du sur-mesure en fonction de vous.
Donc là, si je lis bien entre les lignes, pour vous, c'est plus important d'être avec votre famille que de faire du sport, mais l'un peut aller avec l'autre. Donc, essayez vraiment d'associer ce qui vous fait du bien à quelque chose qui est important pour vous et qui est dans vos valeurs hautes. Ça peut vous aider à vous y mettre. Troisième chose par rapport au sport, c'est que c'est important de pratiquer en toute sécurité. Il y a beaucoup de personnes qui se blessent parce qu'ils ont de la bonne volonté, mais ils font pas les choses correctement. Donc déjà, en fonction de votre état de santé, ça peut être important de demander l'avis de votre médecin avant de faire une activité physique. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez faire du sport seul, mais je vous recommande vivement d'être accompagné par un coach. Ça va vous garantir d'être dans les bonnes postures, d'éviter de vous blesser. Il va également être là pour vous motiver. Ça va être une source de motivation. D'ailleurs, il y a des coachings qui sont possibles avec YSBE. Et je voulais parler d'une chose que j'ai oubliée par rapport au sport. Ça va revenir. Je vais regarder les questions en attendant. Non, ça revient pas. Bon, tant pis. Si ça revient tout à l'heure, je vous le partagerai. Non, ça revient pas. Bon, est-ce que vous avez... Désolé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'activité physique? Alors, on peut être gros et bien dans sa peau? Oui, complètement. Et merci pour cette question. Je vais rebondir dessus. On a des critères de beauté dans la société et honnêtement, peu importe si vous répondez à ces critères ou pas, ce qui importe, c'est la perception que vous avez de vous-même. Je vais prendre comme exemple une personne anorexique. Elle est très maigre et pourtant elle se perçoit grosse et ça en devient un problème de santé parce que sa perception est erronée. Donc, où je veux en venir, c'est peu importe où vous vous situez, gros, maigre, grand, petit, le plus important, c'est la perception que vous avez de vous-même. Après, évidemment, si vous avez un problème de santé lié à votre poids, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il faut essayer de travailler dessus. Mais c'est pas parce que votre poids n'est pas idéal ou que vous avez un problème de santé lié à ça que ça doit impacter votre amour-propre. La perception que vous avez de vous-même est très importante. Et ça, peu importe les critères sociétals ou les attentes que les autres ont de vous. Le plus important, c'est la perception que vous avez de vous-même. Coaching avec qui? Ça peut être un coach, des coachings collectifs ou des coachings particuliers. À la fin de l'atelier, vous aurez le contact de Véronique Goetz, qui est directrice de YSBE. Donc vous pourrez la contacter si vous souhaitez être mis en contact avec des coachs. 10 000 pas par jour, ça compte comme une activité physique modérée ou intensive. J'ai envie de dire entre les deux. Entre les deux. Parce que ça va au-delà des 30 minutes d'activité, mais en même temps, ça ne sollicite pas forcément tout le corps. Donc, les 10 000 pas par jour ne vont pas développer le haut de votre corps. On va passer à la suite. Pas d'autres questions? Ok, on va passer à la suite. Alors, le dernier pilier pour le bien-être, c'est le calme de l'esprit. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. D'ailleurs, nous avons un atelier dédié au sujet où nous approfondissons tous les outils principaux pour s'aider à calmer son esprit. Si ça vous intéresse que l'on développe le sujet, n'hésitez pas à remplir le questionnaire qu'on va vous faire parvenir à la fin de l'atelier, où vous pouvez nous faire vos retours. On peut également approfondir sur le sommeil, l'alimentation et le sport.
Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous faire vos retours dans le formulaire qui vous sera donné. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur 2 fondamentaux. Le premier, être dans le moment présent. Alors, on a la capacité de voyager mentalement, et c'est une capacité qui nous permet de faire de grandes choses. C'est grâce à ça qu'on peut avoir des projets, c'est grâce à ça qu'on a nos souvenirs. Donc, c'est une capacité qui est très importante, mais c'est également important de ne pas être submergé par ça. Je m'explique. Vivre dans le moment présent, contrairement à ce que certaines personnes pensent, ce n'est pas similaire à carpe diem. Ce n'est pas vivre au jour le jour. Vous pouvez vivre dans le moment présent, mais avoir un projet de vie, avoir planifié des choses. De temps en temps, vous remémorez des choses, et ça peut être utile. Imaginons si j'ai pas le moral un jour, je vais peut-être chercher dans mes souvenirs un moment où j'ai été déterminé pour trouver de la détermination en moi, ou un moment où j'étais inspiré, ou un moment où j'avais de la gratitude pour régénérer cette émotion en moi et changer mon état d'esprit. Donc, être dans le moment présent, ça ne veut pas dire ne pas avoir des souvenirs et ne pas planifier. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque on ressasse le passé et que ça nous génère de la tristesse, ou qu'on se préoccupe tellement du futur que ça en devient anxiogène, à ce moment-là, il faut savoir se recentrer sur soi, s'ancrer et revenir dans le moment présent. Et pour ça, il y a un exercice qu'on peut faire qui est très simple, c'est de revenir à ses sens, se reconnecter à ses sens. C'est drôle parce que je vous dis ça et inconsciemment, je touche mes mains. Donc, ça peut être par le toucher. Donc, toucher ses mains, sentir, par exemple, son cœur battre, sa respiration, revenir à sa respiration. Ça peut être, OK, qu'est-ce que je vois? On peut même se demander, ben voilà, je vais lister 5 choses bleues. Donc, moi, là, je vois une pochette bleue, un stylo bleu, un masque, une boîte, mes draps. Et pendant que je fais ça, c'est impossible pour mon mental d'être dans le passé ou dans le futur parce que je reviens à mes sens. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Je peux fermer les yeux et me concentrer sur ce que je sens. Qu'est-ce que je ressens? Donc là, tout à l'heure, je sentais mes mains. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? On n'est pas dans le jugement. On est juste revenir à nos ressentis. Ou éventuellement, qu'est-ce que je goûte, entre guillemets, si je suis en train de manger? Revenir à ses sens. Ça paraît tout bête, mais c'est très simple et c'est très efficace. Dans les moments où on commence à se perdre dans nos pensées, OK, revenir à ses sens. Un deuxième outil également qui est très utile, c'est la respiration. Très utile, j'ai même envie de dire essentiel. Véronique Goetz, la directrice d'YSBE, m'a dit une phrase il n'y a pas longtemps que j'ai beaucoup aimée. Elle m'a dit « Nous sommes parce que nous respirons et nous respirons pour continuer à être ». Et ça résume tout en fait. La respiration, c'est l'essence de la vie. Donc, je vous invite vraiment à mettre de la valeur sur votre respiration et à en prendre conscience autant que possible. D'ailleurs, quand on est très concentré, on a tendance à faire de l'apnée. Inconsciemment, on ne s'en rend pas compte, mais lorsqu'on est concentré, on respire plus. On fait de l'apnée, on est là, on est concentré sur ce qu'on fait. Donc, pendant que vous travaillez, essayez d'avoir des moments de conscience en vous demandant, OK, est-ce que je respire normalement? Comment ça se passe? Est-ce que je respire rapidement? Est-ce que je respire lentement? Qu'est-ce qui se passe? Prendre conscience, prendre 1 ou 2 respirations en conscience, ça prend 10 secondes. Mais vraiment, ça fait la différence. Parce que notre respiration est toujours en cohérence avec notre état, que ce soit notre état physique, notre état psychologique et émotionnel. Notre respiration ne sera pas la même si l'on vient de faire un sprint ou si on est en repos. Elle va être cohérente avec l'activité avec laquelle on fait. Elle sera également pas la même en fonction de si on est en situation de stress ou en situation où on est serein.
notre respiration ne sera pas la même. Encore un autre exemple, si on est en colère, on va avoir une certaine respiration. Si on est joyeux, notre respiration sera différente. Si on est soulagé, notre respiration sera encore différente. D'ailleurs, il y a un exemple qui est assez flagrant. Quand on est soulagé, des fois on fait « Ah ». Ça, c'est respirer en fait. On expire à ce moment-là et ça se ressent. Simplement le fait de « Ah », ça peut inspirer le soulagement. Donc, tout comme nos états donc physiques ou émotionnels influent notre respiration, ce qui est pratique, c'est que ça marche également dans l'autre sens. Donc, on peut nous-mêmes influer notre respiration pour influer notre état. Donc, si on est en situation de stress, on peut revenir à notre respiration, essayer de réduire le rythme cardiaque, réduire la respiration, le rythme de la respiration. Respirer un grand coup. Si on a de la colère ou de la frustration, peut-être expirer en fait, comme si on était soulagé. Et le fait de le faire, ça va envoyer l'information à notre corps et ça va justement créer ce soulagement. Donc, je vais vous proposer un exercice qui s'appelle de la cohérence cardiaque, justement basé sur la respiration. Donc, le but, ça va être d'avoir un rythme respiratoire lent et régulier, qui va également se synchroniser sur le rythme cardiaque et le cerveau. Et il y a de nombreuses études scientifiques qui ont attesté des bienfaits de la cohérence cardiaque et qui ont prouvé leur influence sur le cœur, les émotions et comment les signaux du cœur peuvent être utilisés pour ramener le calme dans l'ensemble du corps et de l'esprit. Je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez rester assis. Je vais lancer une vidéo. Tout est expliqué pendant la vidéo. Je regarde rapidement avant s'il y a eu des questions. Avez-vous prévu de faire un lien avec le bien-être au travail? Comment initialement Alors, comme je disais, tout est lié en fait. Et là, les conseils que je vous donne, c'est principalement pour votre vie perso, mais c'est des choses que vous pouvez appliquer au travail. Et comme je disais tout à l'heure, le sommeil, ça va impliquer en fait toute votre vie en fait, au-delà du travail. Si vous dormez peu, que ce soit au travail ou dans votre vie de tous les jours, ça va vous impacter. Donc simplement améliorer votre sommeil, ça va également améliorer comment vous vous sentez, que ce soit chez vous ou au travail. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre les bases, au-delà de prendre des spécificités du travail. Ça me paraît plus pertinent de prendre les bases et ça va indirectement impacter votre bien-être au travail parce que ça va impacter votre bien-être général. Ça me paraît plus pertinent et plus bénéfique pour vous de voir les choses dans ce sens-là. De commencer par les bases et ensuite, éventuellement, de prendre des petits détails et vraiment de commencer par les bases. Ça me fait penser à une image c'est comme si je vous proposais d'acheter les meilleures chaussures de course alors que pour l'instant, on n'a pas commencé l'entraînement. L'idée, c'est déjà commencer l'entraînement, apprendre à marcher, apprendre à courir. Et une fois que j'en suis à un niveau professionnel, commencer à voir pour avoir vraiment la technologie de pointe. Là, vraiment, l'idée, c'est de reprendre aux bases. Une question intéressante. Si on veut se détendre, faut-il inspirer par le nez et souffler par la bouche ou peu importe? Faut-il respirer avec le ventre ou peu importe? Alors là, c'est quelque chose, je vais répondre brièvement, mais ça mériterait presque tout un atelier, la respiration, tellement c'est important et tellement il y a de façons de respirer. De façon générale, en yoga, on nous invite à inspirer et expirer par le nez, mais si si c'est lié à l'émotionnel, c'est mieux d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Et on le voyait par exemple pour le soulagement. Si on a de la frustration, de la colère à évacuer,
On peut également, par exemple, inspirer, expirer de cette façon. Ah, sortir en fait la colère, sortir la frustration. Et ça vient vraiment de la gorge. Ah, de temps en temps, même crier un coup. Vous pouvez le faire en voiture quand vous êtes tout seul en voiture. Faut pas avoir peur en fait de sortir les choses, de sortir vos émotions. Donc si l'objectif c'est de sortir vos émotions, n'hésitez pas à expirer par la bouche ou souffler par exemple. Vraiment. Si c'est pour se détendre d'un point de vue mental, mieux vaut rester sur une respiration centrée sur le nez. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que là, on pourra en parler pendant facilement 1 heure de la respiration. Il y a tellement de choses intéressantes à dire dessus. Alors, quelle position doit-on prendre? Pour l'exercice, je vous conseille de rester assis sur votre chaise, simplement de vous asseoir confortablement. Et c'est un exercice que vous pourrez refaire avant d'aller vous coucher, justement. Donc, vous pouvez également le faire en position allongée. Comment ne pas remporter votre stress et votre fatigue à la maison après votre journée de travail? Un moyen efficace et rapide. Un moyen efficace et rapide de ne pas remporter votre stress, c'est d'avoir un sas de décompression. Donc, quand vous finissez votre journée de travail, avant de rentrer chez vous, trouvez quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être écouter une musique en particulier. Vous pouvez vous faire une playlist, par exemple. Une playlist qui vous donne de l'énergie. On a tous une musique en tête qui nous dit quand j'écoute cette musique, je suis bien, ça me donne de l'énergie, je suis bien. Donc, ça peut être vous faire une playlist ou faire un exercice justement respiratoire pour vous recentrer sur vous. Un temps de transition, exactement. Ne pas être en pilote automatique. Ne pas vous dire j'ai fini ma journée de travail, je rentre à la maison, je dois gérer les courses, gérer les enfants. Avoir un moment pour vous en fait. Prendre un moment pour vous de transition, un sas de décompression. Et ça peut être rapide et efficace, ça peut être 5 minutes. Mettre une musique ou faire un petit exercice de respiration. La respiration est très très utile, oui, je confirme. La respiration, elle nous suit tout le temps. Tant que vous êtes en vie, vous respirez. Et tant que vous respirez, vous êtes en vie. Et au mieux vous respirez, au mieux vous vivez. Vraiment, si vous mettez de la valeur sur votre respiration et que vous travaillez dessus, vous allez voir que la différence, elle est énorme. Vraiment. Justement, on va faire l'exercice. Donc, je vais me taire pendant tout l'exercice. Tout est indiqué pendant la vidéo. Donc, je vous invite simplement à suivre les consignes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, regarder la vidéo pendant l'exercice. Ou, si vous êtes plus à l'aise, personnellement, c'est ce que je fais, fermez les yeux parce que c'est guidé également de façon auditive. Donc voilà, je vous invite à vous installer confortablement. C'est parti.
Ouais, j'espère que vous n'êtes pas endormi. Si jamais vous avez bâillé pendant l'exercice, c'est pas surprenant. C'est vraiment l'objectif, c'est de faire redescendre votre énergie, de vous recentrer sur votre respiration, de réduire le rythme cardiaque, réduire le rythme de votre respiration. C'est pour ça que je vous disais que c'est un exercice idéal avant d'aller vous coucher. Et tout à l'heure, on parlait d'un sas de décompression, par exemple, entre la journée de travail et revenir à la maison. Ça peut être un exercice que vous pouvez faire. Là, la vidéo que je viens de vous mettre, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Si vous tapez simplement cohérence cardiaque dans YouTube, vous allez la retrouver avec le même dessin. On va vous envoyer le lien dans le récapitulatif. Donc là, c'est une version de 5 minutes. Il y a également une version de 10 minutes que vous allez trouver facilement. C'est la même image sur YouTube. Donc, je vous invite à le faire avant d'aller vous coucher, ou s'il y a un moment où vous êtes stressé, ou vous voulez revenir à vous, vous pouvez le faire également. Donc, à faire sans modération, vraiment. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. J'espère que ça vous a fait du bien et que l'atelier vous a plu. Dernière chose, si jamais là vous êtes beaucoup redescendu, presque prêt à dormir, mais que vous avez besoin d'énergie,
là, dans les minutes à venir pour reprendre une activité. Ce que je vais dire, faites-le uniquement si vous avez vraiment besoin d'être speed et d'avoir un gain d'énergie. Sinon, profitez du moment de calme. Vous pouvez vous lever, peut-être sauter un peu sur vous, créer du mouvement, relâcher les bras, taper dans vos mains, créer du mouvement en fait. Vous ouvrir, boire de l'eau, peut-être sauter, augmenter le son de votre voix. Et vraiment, en fait, reprendre de l'énergie, l'activité, en fait. Reprendre du mouvement, sauter, recréer du mouvement, globalement. Donc, ça va faire seulement pour les personnes qui ont besoin de se rebouger, sinon profitez du calme que vous avez eu avec la cohérence cardiaque. Donc voilà, j'espère que l'atelier vous a plu et que vous avez appris des choses, que vous mettrez en place les outils qu'on vous a partagés et qui vous seront utiles. Notre objectif aujourd'hui avec YSBE, au-delà de vous partager des connaissances, c'était surtout de vous partager des outils pour vous aider à prendre soin de vous. On peut également proposer d'autres ateliers. On intervient également dans le monde du sport, du bien-être. On peut proposer des cours de yoga, de méditation, des massages. Donc, si vous êtes intéressé par toutes ces choses, n'hésitez pas à contacter Véronique Goetz à ce numéro ou par adresse mail pour qu'elle puisse vous mettre en contact avec les professionnels adéquats. Donc, dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. J'espère que ça vous a plu. Je vais redonner la main à Linda. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai juste après. Merci Nicolas. Merci donc pour tout ce contenu. Avant de clôturer ce webinaire, puisqu'on est parfaitement dans les temps, et c'est toujours aussi très important ça, vous faire un petit topo justement, parce qu'en fait ce webinaire s'inscrit dans une campagne qu'on a construite à la DAFIP en partenariat avec la Maïf, justement, sur le bien-être professionnel. C'est le premier d'une série de 4 webinaires. Les 3 prochains seront sur la thématique articulation vie personnelle, vie professionnelle. Je vais laisser Emma Pilvin, donc de la Maïf, vous présenter le contenu succinctement des 3 prochains webinaires qui seront chacun proposés dans le cadre d'une campagne, de la même façon que ce sera la même procédure d'inscription que vous avez utilisée pour vous inscrire à ce webinaire. Voilà. Donc Emma, je vous laisse la parole pour présenter les 3 prochains webinaires. Merci Linda, merci notre intervenant. Donc, à venir, vous aurez le lundi 15 novembre de 14h à 16h une séance sur l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Le mardi 8 mars 2022, donc dans un petit moment, de 14h à 16h toujours, une conférence sur l'organisation personnelle et la gestion du temps. Et le jeudi 2 juin, encore de 14h à 16h, une conférence sur les outils afin d'aborder la rentrée le plus sereinement possible. Merci Emma. Donc, comme vous avez pu le voir, là, on était un petit peu court sur les délais, enfin, vous avez été très réactifs sur les délais. La campagne pour vous inscrire au prochain webinaire, elle vous sera signalée par courriel un peu avant les vacances de la Toussaint. À savoir que, comme ce webinaire, les webinaires seront ensuite mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'Académie, mais il est très important pour nous que vous vous inscriviez, même si derrière vous avez un avis négatif de votre supérieur hiérarchique, parce que c'est un jour où vous êtes en classe, en établissement, en fonction, et que vous ne pouvez pas être remplacé ou vous ne pouvez pas y assister. Nous, c'est très important qu'on mesure le nombre de personnes qui sont quand même intéressées, c'est-à-dire le nombre d'inscrits, même si à la fin, le nombre de personnes qui seront concrètement retenues et qui assisteront à la formation ne sera pas le même. C'est pas grave, allez-y. Encore une fois, la présentation que vous avez vue aujourd'hui, elle a été enregistrée et elle sera en ligne sur le site académique.
Pardon, pas sur le site académique, sur la chaîne YouTube du site académique. Là, je vais vous mettre le lien dans le chat de la partie justement de ce contenu de diaporama, mais on va aussi travailler pour qu'il soit disponible sur un site, une page de la Maïf. Donc, on va essayer vraiment de vous rendre ce contenu accessible a posteriori des temps de formation. On fera en sorte aussi de vous le communiquer de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire que si on met quelque chose en ligne, vous recevrez très certainement un courriel sur votre adresse académique pour vous dire, voilà, attention, tout le contenu est disponible à telle adresse. Voilà, donc pour tout ce qui est sur les webinaires, donc en effet, vous aurez les dates, hein, ne vous inquiétez pas, on les remettra. Le prochain, c'est le 15 novembre. Mais de toute façon, sur le PAF, vous aurez le détail des dates et on vous communiquera une petite plaquette qui vous rappellera tout ça. J'essaie de voir. Il y a aussi dans le cadre du PAF certaines formations qui peuvent aussi vous intéresser si vous souhaitez décliner certaines thématiques au sein de votre classe ou avec les élèves, hein, pour ceux qui exercent avec des élèves. Voilà, on parlait tout à l'heure du yoga, de la méditation pleine conscience. C'est des choses qu'on développe aussi dans le cadre du PAF, donc il ne faut pas hésiter à vous renseigner. Alors, la campagne de cette année est clôturée, mais ce n'est pas grave, hein, vous pourrez toujours regarder pour l'année prochaine, il n'y a pas de souci. L'important, c'est de commencer à un moment donné. Et dernière petite chose, très importante aussi, avant de vous laisser filer, c'est que à l'issue de cette formation, vous allez recevoir un questionnaire sous une quinzaine de jours de satisfaction. C'est notre enquête, notre démarche qualité. N'hésitez pas à prendre quelques minutes pour le compléter. C'est aussi grâce à ça que nous, on s'améliore et qu'on essaye de toujours vous proposer des contenus pour répondre à vos besoins et à vos attentes. Avant de vous laisser filer, donc je vais vous remettre dans le chat le lien de la liste d'émargement, le lien pour télécharger le document de la présentation et on remettra aussi le lien de la vidéo YouTube de cohérence cardiaque. Comme ça, vous aurez vraiment, je vais vous remettre les 3 liens en bloc. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Nicolas, est-ce que vous voulez reprendre la parole? Voilà, les attestations de présence, pardon, je vois une question sur les attestations de présence. Comme vous avez émargé, je vais vous remettre le lien vers la liste d'émargement. C'est ce qui permettra ensuite d'envoyer vous avez les convocations et après les attestations en seront liées. Et pour celle qui veut me contacter, je vais vous mettre mon adresse mail dans le chat, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci à toutes et à tous. On vous laisse les liens. Bruno, je pense que tu vas prendre la main pour après clôturer la présentation. Et moi, je vous mets dans l'instant, je m'attelle à vous mettre tous les liens dans le chat. Merci beaucoup à vous pour votre présence dans cette première session et une très belle après-midi et merci à nos intervenants. Merci.